Les débats sont le reflet de notre société. Écoutons ensemble. Il s'est battu avec, il a fait des revendications. Je ne vais même pas parler de bataille. Et pardon, l'application de ce multipartisme avec des compagnons. Je vais parler du procès Zaourou, hein, je vais parler du procès Francis Zonga Vaudier, père à son âme, hein, et même l'ex-première dame, Madame Simone Évêque Gbagbo. Mais ils ont tous concouru, à ce que le gouvernement puisse appliquer, je vais dire, ce multipartisme-là. Mais je te dis, une chose est claire, c'est que c'est pas les contestations qu'il menait qui ont fait changer de vision au gouvernement d'alors. Le gouvernement a changé de vision parce que Mitterrand s'est mis dans la danse, qui était le président français d'alors. Et puis, et je peux même, si on veut rentrer dans une forme publicitaire, mais le président Ouattara lui aussi dit, il a concouru à ça. Hein? Lors du Forum national de réconciliation en 2001, qui, je répète, a été institué par décret présidentiel. Le président dit que lui, il a demandé au président Houphouët de s'ouvrir au multipartisme, de même limite permettre à certains membres de l'opposition d'intégrer le gouvernement pour qu'ils puissent apprendre. Ils puissent apprendre la chose, la gestion, hein, de la chose publique. Donc, voilà. Moi, je suis pas d'accord, mais après, on va revenir. Maintenant, quand on dit le monsieur est le mal de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est le mal. Moi, je l'affirme, c'est le mal parce que notre pays, nos parents ont donné mandat à un président de la République à l'effet chemin de procéder à la destinée, de mener à la destinée politique et économique de ce pays-là. Mais c'est un pays unifié qu'on lui a remis. C'est un pays qui faisait 322 462 km² qui lui a été remis en bonne et due forme. C'est un pays où tout le pouvoir d'État s'exerçait sur tout l'étendue du territoire national qui lui a été remis. C'est un pays où les institutions de la République fonctionnaient, qui lui a été remis. Et je rappelle le président Gbagbo, quand on lui donne mandat, quand il prête serment, notamment, comment on appelle ça, à sa cérémonie d'investiture, mais il dit ceci: devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Et il termine en disant que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si je trahis à mon serment. En lieu et place, quelqu'un qui a prêté serment sur l'honneur de respecter la Constitution, de défendre fidèlement et de protéger les droits et libertés des citoyens. En lieu et place, on a assisté à quoi dans ce pays-là? 2 ans plus tard, avant même d'arriver à 2 ans plus tard, mais les libertés individuelles et collectives étaient brimées dans ce pays-là. Il y avait des gens, des leaders politiques qui ont perdu la vie sans aucune explication. Hein, je vais parler d'Émile Té, à la suite du Forum national de réconciliation, qui a été lâchement assassiné sans qu'aucun procès ne soit ouvert. Alors qu'il n'était pas n'importe qui. C'était un politicien. C'était un leader d'opinion. C'est quelqu'un qui incarnait un idéal. Idéal. Lequel idéal, certaines personnes se reconnaissaient dans cet idéal-là. Mais aucun procès n'a été ouvert. Aucune enquête préliminaire à l'effet de savoir c'est quoi la cause de cet assassinat-là. Et quand je parle de liberté individuelle et collective, mais on a assisté au grand jour à un contrôle de faciès dans ce pays-là qui était orienté vers une certaine catégorie de la population. Et quand on a un président qui est censé veiller à l'intérêt général de la nation, qui est censé veiller à l'intégrité du territoire national, qui n'est pas, non pas le président d'une partie de la population, mais le président de l'ensemble des Ivoiriens, mais qui sort, qui limite, qui vient justifier, je dirais même pas... Excusez-moi, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? J'avais reçu un appel. Oui, vas-y. Voilà, merci. Oui, on t'attend. Voilà, merci. Je vais chuter en 1 minute rapidement. Qui vient justifier... Non, continue. Voilà, qui vient justifier le contrôle de faciès
en disant que on peut pas faire la différence entre un Koné, bon, je vais dire un Koulibaly, je vais utiliser le mot qu'il a utilisé précisément. Il dit on peut pas faire la différence entre un Koulibaly de la Côte d'Ivoire et un Koulibaly du Mali, parce que au niveau de l'orthographe, c'est pareil. Mais on peut faire la différence, par exemple, entre un Kwame de la Côte d'Ivoire et un Kwame du Ghana. Parce que le Kwame de la Côte d'Ivoire, le Kwame s'écrit avec K-O-U-A-M-E. Par contre, celui du Ghana, c'est K-W-A. Donc, si un policier voit une carte nationale d'identité, il va même pas regarder par quel pays cette carte-là a été délivrée par qui. À partir du voix, il voit quoi, mais avec KW, bon, tu es ivoirien, tu es ghanéen, il n'y a pas de souci. Et il voit un K avec K, un quoi, mais avec K-O-U-M-E, O-U-A-M-E. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Bon, je regarde même plus. Donc, je regarde plus l'identité, le nom prouve que tu es déjà ivoirien. Mais quand c'est un Koulibaly du Mali, parce que l'orthographe sera pareil, et un Koulibaly de la Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Donc, à croire que la nationalité n'est plus le lien juridique qui lie un individu à un État, mais c'est devenu le patronyme. C'est sur le patronyme on doit se focaliser pour établir le lien juridique d'un individu à un État. Mais qu'est-ce qui va se passer quelques jours plus tard après cette déclaration-là? Après cette forfaiture-là? Mais il a pris l'exemple sur le président de l'Assemblée nationale d'alors, le professeur Mamadou Koulibaly. Il dit, le président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire s'appelle Koulibaly Mamadou. Tu vas au Mali, tu trouveras des milliers de Mamadou Koulibaly. Mais le président de l'Assemblée nationale va sortir. Et il va dire, ah, moi, mon Koulibaly, c'est écrit un K, hein. Les autres Koulibaly, là, je sais pas. Mais quel message on envoie dans la tête du jeune policier qui est tout fraîchement sorti de l'école de police, qui est amené à faire des contrôles de façon spontanée, de façon inopinée. Mais à partir du moment où il voit un Koulibaly avec K, tout comme celui du président de l'Assemblée nationale, et puis il voit un Koulibaly avec C, tout comme le Koulibaly de l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, le ministre Amadou Gon Koulibaly, Kalunanilay Wananile Radjoun, dont je salue la mémoire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais il va se poser des questions. Donc, à croire même que le président Laurent Gbagbo a justifié le contrôle de faciès dans ce pays-là. Maintenant, quand on nous parle des accords de Marcoussis, mais il n'y aurait pas eu accord de Marcoussis si toutefois il n'avait pas failli, je vais dire, à mater cette rébellion-là. Ce coup d'État manqué qui s'est mis en rébellion. En même temps, il faut préciser, il faut dire aux Ivoiriens que c'est pas la première insurrection à laquelle l'État de Côte d'Ivoire fait face. On peut parler de la Côte d'Ivoire de Nana Houphouët-Boigny. Cette Côte d'Ivoire du Guébié, du canton Guébié, qui a été réprimée dans le sang. On peut parler de cette Côte d'Ivoire de 63, du complot de 63, auquel le président Houphouët a fait face. J'ai même pas parlé du cas d'Issanvi. Donc, il y a eu des précédents dans ce pays-là, mais ses prédécesseurs, en toute responsabilité, ont pu faire face, je vais dire, à ces complots-là. Le cas du canton Guébié dans les années 70, c'était encore plus gravissime. Parce que eux, ils demandaient une sécession. Ils demandaient une indépendance. Et le président Houphouët, tel que le consacre le préambule de la Constitution, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Et donc, ne peut accepter ce genre de... ça. Et on a vu les conséquences. Mais c'est en toute responsabilité qu'il l'a fait. Qu'est-ce qui a empêché le président Gbagbo de faire face au coup d'État manqué du 19 septembre 2002 qui s'est mis en rébellion? Quand lui-même il dit que c'est lui qui a prévenu la France que des petits caporaux qui auraient fui le général Gueye pour trouver refuge au Burkina d'à côté sont en train de commanditer un coup d'État. Donc, il avait l'information en avance. Moi, je vais poser la question de façon rhétorique, auquel vous allez répondre après. Quelle action il a menée pour justement faire face, pour faire bloc, pour ne pas que ça arrive? Devoir de rappel. On se rappelle ici l'année dernière, en 2024, là. Précisément au mois de mars. Mais, au mois de mars 2024, il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi, au niveau, il y a risque d'attaque à la frontière ivoiro-burkinabé.
il y a risque d'attaque. Mais qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait? L'État de Côte d'Ivoire ne s'est pas reposé sur ses lauriers. L'État de Côte d'Ivoire a pris une responsabilité qui justement est de dépêcher le ministre de la Défense à l'effet d'aller voir, d'aller s'enquérir de la situation et de discuter avec nos frères de l'autre côté de la frontière, qui est, n'est-ce pas, nos frères du Burkina Faso. Pour tout ça, pour éviter, mais c'était une stratégie. C'était de s'enquérir de la situation, de prévenir des éventuels risques d'attaque, pour ne pas que nos forces de l'ordre et de sécurité, justement nos militaires, nos soldats, se fassent surprendre par une attaque. La Côte d'Ivoire pouvait rester là. Voici l'action qui a été menée. Est-ce qu'on peut nous donner une action pareille qui a été menée par le président Gbagbo dans le cas de la rébellion, pour éviter, pour prévenir, pour empêcher la rébellion? Au contraire, on nous a servi des discours dignes des temps coloniaux. Je vois le dos du nageur. Tout ce que vous faites là, on voit. J'ai les services de renseignement nationaux et internationaux à ma solde. Ils me donnent des informations. Qu'as-tu fait de ces informations-là, monsieur le président, pour prévenir cette rébellion-là? Qu'as-tu fait de ces informations-là? Voici la question, voici la question qu'on se pose. Voici beaucoup de questions qu'on se pose et auxquelles on n'a pas de réponse. Donc, quand on dit cette crise qui a frappé la Côte d'Ivoire, s'il y a un seul responsable, c'est bien le président Laurent Gbagbo. Si on est en droit de se dire que cette crise-là a été un mal profond pour la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, on subit les conséquences de cette crise-là, je vais dire de ce coup d'État manqué qui s'est mis en rébellion là. Jusqu'à présent, on subit les conséquences. On subit les conséquences du coup d'État de décembre 99. Parlons même pas de la rébellion de 2002. On subit encore les conséquences. Donc, si on est en droit de se dire que c'était mal pour la Côte d'Ivoire, mais on est en droit de se dire que celui à qui on avait confié la destinée de ce pays-là, il fut le mal. C'est lui qui a tendu le bâton pour que ce mal-là puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, cher ami, voici le bal ouvert. Je pense qu'on va aller crescendo, comme j'aime me plaire à le dire, au regard de ce que je viens de dire. Et là, je suis encore, je ne suis qu'à 30% des révélations qu'on peut faire. Mais au regard de ce que je viens de dire, le président Gbagbo, moi je peux affirmer, sans faux fuyant, sans langue de bois, que le président Gbagbo est bel et bien le mal de la Côte d'Ivoire. Voilà, qu'on ne vienne pas nous baratiner avec des actions qui restent des actions humaines qu'il aurait fait, parce que à sa place, le président Ouattara aurait fait pareil. Le président Ouattara aurait fait pareil. Donc, pour moi, c'est pas parce que, comme le disait, je vais finir avec cette citation du président du PDCI. Bon, l'ex-président du PDCI, aujourd'hui président délégué du PDCI, qui disait que tu peux pas creuser un trou et puis tu es en train de te débattre pour sortir dans ce trou-là, tu veux qu'on t'applaudisse. Le président Gbagbo peut pas creuser un trou et pendant qu'il se débat, il veut poser des bonnes actions pour se donner bonne conscience et vous voulez qu'on vienne l'applaudir. Ça, jamais. Je ferme mon micro, je passe la parole à Koro Khalil. Bolo, tu avais une motion ou bien je te passe directement la parole? Attends, j'avais une motion là. Et puis Koro Khalil t'a dit de continuer là. Il voulait faire ça à Johan Kano là. Khalil, si tu me permets? Vas-y. Voilà, parce que moi j'étais en bas. Bonsoir. C'est toi banner la canne contre eux. Hein. Vous laissez celui-là, écoute d'abord. Je suis content de vous. Au fait, moi j'ai une motion. Parce que d'abord, moi je vais rappeler ici que Paul Kagame en 94, après le génocide du Rwanda, là, quand il a pris la tête du Rwanda, c'est pas les tentatives de rébellion à sa frontière avec le Congo qui n'a pas déjoué. Il les a même matés jusqu'à les a fait reculer. Et puis après, il a créé le M23. S'il n'avait pas été aussi prompt là, à réagir, il ne pense pas que lui, jusqu'au-dessus là, il allait être encore président du Rwanda avec à sa frontière le Congo, avec tous les anciens présidents du Congo qui étaient à ses frontières pour essayer de les déstabiliser. C'est ça on dit un chef d'État. Parce qu'il les a matés jusqu'à les rester au-dessus du président. Quand il finit de dire ça, moi je pose une question à Joanne. Quand il dit non que le président Gbagbo a donné des privilèges à la maman du président Ouattara jusqu'à aller la faire soigner, lui donner un passeport diplomatique, c'est de son droit, c'est un chef d'État. Il suivait l'attitude de tous les Ivoiriens. C'est dans son obligation. Même si je dis que peut-être qu'il était nécessaire pour lui de le faire ou pas. Mais la question que moi je te pose, il y a quoi de plus horrible entre le fait d'aller soigner la mère d'un leader politique
et en retour, déterrer la mère d'un autre leader politique, le traîner sur 500 mètres, et de surcroît, ce monsieur-là encore enterre dignement toi, ta maman, pendant que toi, tu n'étais pas là. Entre les deux, c'est lequel qu'on peut, citer ça d'acte de bravoure de personnes responsables. Parce que lui, sa mère a été déterrée sur 500 mètres. C'était tout quel régime? Traîner, profaner le corps d'une pauvre dame qui n'est même pas encore, qui n'est même plus vivant. Et puis lui, à son tour, la mère de ce dernier-là décède à son absence. Il lui offre des obstacles dignes de ce nom et il prend en charge tous les obstacles. Donc toi-même, en tant que président ou bien en tant qu'homme personnage peut-être public ou bien chez toi à la maison, ton voisin fait ça à ta maman. Il ne te dit pas qu'il le fait. Hein. Et puis en retour, tu entends dignement la maman de ton voisin. Et pendant ce temps, la nuit, ils vont déterrer la vieille. La traîner sur 500 mètres. De toi à moi, lequel des deux cas est plus horrible? Contrairement à l'acte que Gbagbo Laurent a posé et contrairement à ce que ils ont fait à la mère du président Ouattara et lui, il a décidé d'enterrer dignement la mère du président Gbagbo. Voilà ma question. Il souhaiterait qu'il me réponde bien avant que peut-être après quand j'avais ma parole. Lacan, je peux? Oui, vas-y, Joanne, vas-y. D'accord, merci beaucoup. En fait, il y avait tellement de contre-vérités. Mais Lacan, en fait, Bandé, je te réponds tout de suite. Hein, mais déjà, je remarque que Lacan avait fait référence à beaucoup de choses qui m'ont paru un peu bizarres. D'abord, Lacan, attends, quelle posture face à la rébellion? Qu'est-ce que vous voulez justifier avec la rébellion? Donc, vous étiez en train de dire au président Laurent Gbagbo de vous tuer, quoi. C'est ce que vous étiez en train de dire. Excusez-moi pour le thème, mais genre de vous dire, quoi. Parce qu'on se rend compte, mais attendez. Donc vous étiez en train de demander au président d'alors de vous dire, parce que la majorité de ceux qui ont fait la rébellion, comme l'attestent les déclarations des tenanciers aujourd'hui à de hauts postes dans le régime, mais attendez Lacan, s'il vous plaît, à un moment donné, on a qu'à être un peu sérieux. On a qu'à être un peu sérieux. Parce que vous ne pouvez pas nous demander de vous éliminer. Ce n'est pas possible. Et puis, en parlant des attaques. Mais il y a eu l'attaque des Bassam en Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi après l'attaque des Kafolo. Il y a eu l'attaque de tant. Donc, qu'est-ce que le président Ouattara a pris comme mesure et comme précaution pour déjouer ces attaques-là? Parce que c'est l'ennemi qui t'attaque. C'est imprévisible. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure après l'attaque des Bassam pour éviter les attaques de Kafolo, etc. dans le nord? Parce qu'il ne s'agit pas de venir seulement jeter l'opprobre sur les autres. Et puis pour terminer, pour ne pas trop prendre la parole comme c'est une motion. En fait, le narratif de continuer à dire sous quel régime ça s'est passé, sous quel régime, là, arrêtez ça là. Donc les suicides qui se font aujourd'hui là, sur le pont Félix Houphouët-Boigny là, ou sous le pont de Gaulle là, c'est le président Ouattara qui les fait. Ou bien qui leur donne des comprimés. Parce que Bané, tu posais la question de savoir entre le fait d'avoir enterré sa maman dignement et le fait d'être allé profaner la tombe de la mère. En fait, tu racontes des choses. J'aimerais que tu prouves ici que c'est le président Gbagbo qui a fait déterrer, en fait, le corps de la mère du président Ouattara. Et puis, en plus, tu justifies cela. Non, c'est sous quel régime? Mais arrêtez. Si on veut raisonner comme ça, donc tout ce qui se passe de mauvais, c'est-à-dire les morts, les déguerpissements, etc. Donc, tu conviens avec moi que c'est sous quel régime? Les augmentations à tout moment, à tout bout de champ, des denrées de première nécessité, on peut en parler. Si tu veux parler comme ça, là, mais nous, on a beaucoup de choses à dire. Donc, arrivé un moment, envoyez des preuves quand vous parlez. Arrêtez de dire non, c'est sous quel régime, c'est sous quel régime. Ce narratif-là, c'est un raccourci intellectuel. Et à la fin, il faudrait qu'on s'en défait. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense que j'ai répondu à ta motion. Merci. À ta question plutôt, merci. Lacan, tu permets que je rebondisse en 1 minute? Pardon, attends. Oui. Non, frère, laisse-le terminer, puis on va avancer. Chacun aura son tour de parole. Bonsoir à ma grande sœur Cléopâtre. Mais moi, je tombe de nu. Hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lacan. Mais moi, je pose la question ici. Ouais, moi, je pose la question ici. Tu m'emmènes, c'est sous quel régime? Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo n'était pas le garant des institutions et de la population? Qu'est-ce qui l'empêchait après ça de faire au moins une enquête? Au demeurant même de dire que c'est pas lui là. Qu'est-ce qui l'empêchait?
de faire une enquête pour situer les responsabilités. Là, on allait voir sa bonne foi. C'est de ça que moi, je parle. Tu dis qu'il d'envoyer les preuves. Mais lui, il était le président, il a tous les leviers du pouvoir de dire ils ont profané la tombe de telle personne, une personne décédée. Qu'est-ce qui l'empêchait d'ouvrir une présomption même d'enquête pour dire, même ou un semblant d'enquête pour dire, bon, on va essayer de voir les personnes qui ont fait ça, les juger, les condamner. Il l'a pas fait. Ne vient pas nous dire que non, c'est sous quel régime de prouver. Lui-même, il était à la tête du pays. Il avait toutes les institutions judiciaires, publiques, militaires, même de faire des enquêtes là. Il l'a pas fait. Donc, ne vient pas nous raconter quelles sont les preuves qu'on en avait. C'est lui pour détenir les preuves. Puisque lui, il était le président de la République, il pouvait ouvrir une enquête de ces moyens qu'il avait, le pouvoir de l'État. L'opposition ne pouvait pas. Voilà. Donc, même si l'opposition le voulait, l'opposition n'allait pas avoir les mains libres pour le faire. C'est lui qui pouvait le faire. Il l'a pas fait. Donc, ne viens pas raconter où sont les preuves, pourquoi de te prouver quoi. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là-dessus pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Quand il va prendre ma prise de parole, on va développer un peu plus. Merci. Ok, merci. Avant de passer la parole à Boloy, tu vas patienter, vu que Joanne vient de finir de parler. Il y a une personne. Non, Lacan, non. La motion que je voulais, non. Lacan, non. Vas-y, je voulais te faire comme motion, en fait. Si elle fait la motion, la motion, ça va être un peu long. Donc, c'est bon, que chacun parle à ma prise de parole, je vais te répondre là, c'est mieux. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, rapidement, je vais me donner 1 minute rapidement. Mais Joanne, moi, c'est ce que je disais ici la dernière fois. C'est ce narratif qui est de dire vous, qui rend beaucoup de personnes, moi y compris le premier, à être beaucoup réfractaires quant à incriminer, je vais dire, cette rébellion-là. Parce que quand tu dis vous, le vous s'adresse à qui? Je sais pas. Tu parles de qui? Tu parles à moi en tant que militant RHDP ou tu parles du Nord? Parce que si c'est de dire le Nord, mais tout le Nord ne se reconnaissait pas en ces rebelles-là? Est-ce que tout le Nord se reconnaissait en eux? Ou bien quand un Nordiste se rend coupable d'une infraction et qu'il est jugé ou condamné, est-ce que c'est tout le Nord qu'on condamne? Quand le président Oufouette a maté le canton Guébier, est-ce que c'est tous les BT qu'il a déjà? Ah, c'est pas sérieux. C'est de l'irresponsabilité que de dire ça. Et même si on veut aller dans ce sens-là, l'opération Dignité de 2004, c'était pour aller donner du petit café aux parents de Boaké, à Korogo? Ou bien c'était pour aller, les sous qui ont été envoyés là-bas, là, hein, dans l'optique de l'opération Dignité. C'était pourquoi? Ou bien c'était juste, les sous qui étaient, comment on appelle ça, avaient des balles à blanc. C'était juste pour aller les blesser. Ou bien c'était juste pour aller les intimider. C'est pas sérieux. Le président Gbagbo, il a fait la guerre. Le Koro Khalid nous a fait jouer une vidéo ici la dernière fois où lui-même il dit que c'est parce qu'il a perdu la guerre qu'il y a eu Makoussi, il y a eu Klebet, etc. Il a fait la guerre, il a perdu la guerre. Donc c'est pas comme il s'est pas défendu. Il s'est bel et bien défendu. Que vaut la volonté de quelques personnes, de quelques petits caporaux, si je veux utiliser son vocabulaire, à la volonté de toute une nation? Entre défendre l'État de Côte d'Ivoire, qui fait partie de ses prérogatives, défendre l'intégrité de notre territoire national, face à la volonté d'une minorité, d'un petit groupuscule de personnes, la balance devait basculer pour qui? Donc moi je dis, c'est ce que je dis, c'est cette irresponsabilité-là que nous dénonçons. Quand tu as parlé de Kafolo, tu as parlé de Bassam, ce qui est bien, c'est que c'est l'État de Côte d'Ivoire, on note la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire quant à sa capacité de riposter. Nos soldats ont riposté. Tu n'as jamais entendu dire, le président Ouattara dit, quand les terroristes ont attaqué Bassam, j'ai appelé la France. C'est nos soldats qui ont riposté. Les terroristes n'ont pas pu imposer leur hégémonie à l'État de Côte d'Ivoire. A contrario, diviser le pays. C'est ce que les rebelles ont fait hier. Ils ont imposé leur hégémonie au président Gbagbo, qui avait tout le pouvoir d'État, tout. C'est des petits caporaux, comme lui dit, c'est eux qui viennent lui imposer leur volonté. C'est eux qui vont lui dire, voilà comment nous on veut que les choses se passent, et puis c'est comme ça va se passer. Et puis bon, excusez-moi du thème qui va paraître péjoratif, il a fait la courbette à des petits caporaux. Voilà. Donc il assume la responsabilité. Bon, on va aller. Koro, fils de Mbokani, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, Lacan. Moi, je pense que je ne vais pas aller dans le même sens que d'autres personnes
qui défend l'indéfendable. Donc, ça se voit. Parce que quand une femme, tu dis à une femme que je vais t'épouser, je vais te donner tout, et qu'elle est chez toi, tu n'arrives pas à faire même le cadre de ce que tu avais dit, donc tu es un homme incapable. Donc, quand on met une thématique ici, Gbagbo est le médiocre de la Côte d'Ivoire, mais attends. Est-ce qu'on peut aller chercher même le dernier mot même dans le dictionnaire même pour l'attribuer? S'il y en a, on doit l'attribuer. Ça, c'est clair. Comme Lacan l'a si bien dit, quelqu'un qui prête serment sur la Constitution qui est incapable de protéger les Ivoiriens, ses ressortissants. Et quand on parle, il dit il voit le dos du nageur. Non, on ne voit pas le dos du nageur. Hein. Quand on te voit aller payer maillot de bain au marché, on te trouve là-bas. C'est là-bas, on va régler. Tu vas nous dire pourquoi tu es en train de payer maillot de bain là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on dit qu'il a été il a été médiocre pour la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai. Depuis autant de faux bois, qui a fait sortir les Soro Guillaume là contre le vieux ici pour le traiter de voleur? C'est pas lui. C'est lui. Avec Oufo Boigny 10 ans, il a embrouillé le pays. Avec Bédier, même chose. Avec Gueye, même chose. Lui-même, il est venu s'asseoir sur le trône là, c'est devenu plus pire. Nous, quand on nous a envoyé des déchets toxiques. C'est ce monsieur-là, on dit non, il ne faut pas avoir l'attribuer un nom qui ne va pas dans son sens. Aïe! Allez-y me trouver même la dernière phrase, même la plus mal placée dans le dictionnaire, là. On va l'attribuer ça. C'est ça qu'il est. Comme lui-même, il aime si bien le dire en face des journalistes internationaux, quand il dit ouais, que telle personne était un menteur, on dit le mot est fort, il dit non, c'est ça qu'il est. Mais c'est ça qu'il est lui aussi. C'est ça qu'il est. C'est ça qu'il est. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce monsieur a été incapable quand même quelque part, voilà, de faire son travail. Il a été incapable quand même de la mission que nous l'avons confiée. Il a été incapable d'accomplir sa mission. Donc c'est pas aujourd'hui là où vraiment il a du mal même à s'exprimer qu'on doit venir encore lui confier même une commune. Je suis désolé. Il ne dit même plus même le pays entier, une commune, je suis désolé. Donc c'est ça qu'il est, que ces partisans, ces militants-là acceptent ça, c'est ça, c'est le nom qui va avec lui là, qui c'est le thématique là même qui est là comme ça. Moi je ne sais pas, celui qui allait chercher ce nom-là, vraiment, toi tu mérites d'être vraiment à des postes de responsabilité, nous sortir souvent de ces genres de thématiques, c'est normal. C'est ça qui va avec lui, parce qu'il n'a rien foutu. Voilà, il n'a rien foutu. On l'a vu ici. Qu'est-ce qu'il a fait de concret pour ce pays? Seulement que la misère, la désolation. Hein? Un chef d'État qu'on voit un peu partout, même à la rue Princesse. Hein? Qui lui dit, ouais, c'est pas parce que si chef d'État qu'il ne peut pas venir ici, un chef d'État qui se promène partout, on les maquille. Alors, ça lui, on doit venir confier encore une commune. Et là, on doit venir nous faire la leçon de morale en nous parlant des gros mots ici, les gens qui ont les bacs plus 15 là. Nous, on s'est limité au CP2, hein. Mais je ne pense pas si on peut nous tromper sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas si on peut nous tromper sur l'histoire des dirigeants qui sont passés. Parce que même si on ne voit pas clair, au moins ça entend. On n'est pas aussi sourd. On peut être aveugle, mais on n'est pas sourd à la fois. À la fois tu es aveugle, à la fois tu es sourd, mais tu es un homme mort. Tu fais quoi sur la tête des hommes? Donc lui là, quand lui il prend le pays là, il prête serment là, on dit que quand il y a un dérapage qui arrive là, lui il doit appeler l'extérieur, chez les Occidentaux là-bas, appeler pour dire je vous préviens de ce qui doit arriver à mon pays. Et c'est eux qui vont venir. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de non, la rébellion s'est préparée au Burkina. Mais le game que lui-même avait signé à Blaise Compaoré, est-ce qu'il a respecté son game? Il n'a pas respecté son game. Les 3 millions de Burkinabés qui devaient naturaliser et l'ouvrir le port de San Pedro, là, est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi la rébellion ne devrait pas être née au Burkina? C'est la récompense de ce qu'il a montré à Blaise, que Blaise l'a répondu. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça aussi? Donc c'est vraiment un mal nécessaire. C'est un malheur. C'est un malheur pour la Côte d'Ivoire d'avoir ce monsieur comme un politicien en Côte d'Ivoire. Un grand malheur. Un grand malheur. Ça, je le dis. Un très grand malheur. C'est comme même si le Satan même avait passé même devant ta porte 30 secondes.
Et puis le malheur se rabat sur toi. Toute ta maison se coule comme ça. On dit, sa maison est tombée. On dit, c'est certain qui est passé là-bas. C'est lui. C'est lui. Il y a un grand malheur même pour lui. Alors, donc c'est bien fait. C'est pourquoi nous les moutons d'Adela, nous on a mis le président de LHDP en garde. Hein. On l'a mis en garde. S'il se trompe, même pour donner un bout de papier à QB pour dire qu'il n'a pas mis son nom sur la liste électorale, lui-même là, on l'a délogé. Propre. Voilà, c'est les messieurs comme Lacan et autres là, qui vous caressent au sens du poil. Ça, c'est pas moi. Moi, je vous caresse pas au sens du poil. Hein. On a vu ce que vous avez fait aux gens en Côte d'Ivoire ici, sur votre régime. Lui, il a parlé seulement de T-Émile. Mais vous avez contraint mon cousin en exil au Ghana, l'ami intime de H. Parce que H a seulement dit que je suis RDR, mais on a trouvé son corps sans vivre au pont Ferraille. Et quand on dit c'est sur vos régimes, là, vous dites non, vous avez tendance à dire tout, c'est sur vos régimes. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été menée? On va aller plus loin, c'est sur vos régimes, là, ils ont tué Guy André qui fait, pour dire oui, toi on t'a envoyé pour venir manger un peu, c'est toi qui veux venir dénoncer à faire des cafés cacao. C'est pas sur vos régimes, Jean-Hélène a été déjà devant la sûreté? Ou bien c'est pas sur vos régimes? Il y a eu quelle enquête qui a été menée? Le policier qui a été arrêté, là, il est où aujourd'hui? Est-ce qu'il est en prison ou bien il est en liberté? Si vous prenez vos prises de parole, donnez-nous cette réponse-là. Ne venez pas vous foutre de notre intelligence. Non, ça, là, on ne peut pas l'accepter. Que non, il ne faut pas, on va l'attribuer ce genre de thématique. S'il y a d'autres mots, d'autres phrases plus violents ou bien plus piquants que ça, là, on va les dire. Si vous voulez, vous pouvez venir dire ça, qu'il ne faut pas aller dire. Allez-y, si je ne fais pas de publicité, hein, mais allez-y sur le panel déclaré, allez dire ça là-bas, vous allez voir s'il va vous allumer d'abord avant de jeter vos corps dehors. Parce que lui-même n'est même pas prêt pour Gbagbo. À plus forte raison, vous qui le soutenez. Alors que lui, son père était FPI pur, et son père est mort sans le profaner la tombe de son papa, parce qu'il allume aujourd'hui Gbagbo. Oh bien. Donc ne venez pas nous faire la leçon de morale. Ne venez pas nous dire non, le thématique est trop fort. On va te laisser une minute pour chuter, hein, si tu peux. Il n'y a pas de souci. Non, ne venez pas nous dire non, il ne faudra pas qu'on affiche un tel image à un homme politique de son rang qui est depuis 90 à amener le multipartisme et autres. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Là, quand, mon frère, il faut aller fouiller dans le dictionnaire. S'il y a une autre phrase qui pique plus que ça, là, vous ne même pas qu'il revient sur le panel de Ivoire Débat même là, afficher ça. Il a été un mal nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Le diable en question a 2 pieds, qui est passé en Côte d'Ivoire avec un vent ouragan qui a détruit de l'ouest, sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, là, c'est eux qui qualifient d'autres putschistes des héros, alors que lui n'a jamais été héros dans son pays. Je me limite là, je me pose la question, quel est l'héritage qu'il a laissé à ses enfants? Là, quand je me limite là, merci. Merci, Pro. Avant de passer la parole à on va laisser Bouloy, et puis après, la grande sœur va lui donner Kokota. Mais, Koro Daoud, dès que je donne la parole à Bouloy, après Bouloy, c'est la grande sœur Cléopâtre, tu vas assurer la modération, je vais fermer mon micro. Mais, Koro Daoud, je te fais le point. Joanne dit que quand on dit que le président Gbagbo est le mal de la Côte d'Ivoire, c'est que nous, on n'a pas la mémoire courte. On a la mémoire courte, pardon. C'est-à-dire, nous, militants ou sympathisants RAGP, là, on n'est pas crédibles. Genre, nous, là, on n'est pas reconnaissants. C'est vraiment il dit, c'est Joanne. Donc, là, si vous prenez la parole, là, bien massez-le. Ben, il vient de dire ici que nous, on n'est pas reconnaissants. Comment lui peut dire que nous, on n'est pas reconnaissants? Voilà. Donc, c'est le point qui est là. Le président Gbagbo, on dit c'est le mal de la Côte. Et puis, je sais que tu es sachant de l'histoire, parce que il a dit ici que c'est le président Gbagbo qui était la figure de proue, hein, du multipartisme en Côte d'Ivoire. Pourtant, on sait tous que c'est un deuil. Voilà. Donc, voici le point, voici le débat. Donc, Bono, il tient la parole. D'accord, merci, Karl, merci, je referme mon micro. D'accord. Lacan, merci beaucoup. Daoud, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Avec le pote aussi. Je vais très bien. En tout cas, Boula, Foyana, Aquama, ça va? Ça va bien.
Ça va bien. Il faut laisser Arrête Boula de ne pas réagir parler. là. Macron, hein. Quand le C'est frère une fois qui qui vole. s'appelle Sénifo, tu réponds Sénifo, Toyman là. C'est un volet de Non, il ne bonbons. comprend pas C'est une fois Sénéfo. volet de bonbons. Il a dit, Toi, t'es une fois Sénéfo, il comprend rien dedans. Bientôt, ils seront au volet, village. Il va prendre un volet peu. volet de bonbons là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, comment on appelle ça qui vient de parler là, mais fils du Bonkani. Bon, nous on n'attend pas qu'on nous carré dans le sens du poil. Hein. C'est parce qu'on aime la diversité qu'on vient sur le panel de Ivoire des Bois. Sinon, il y a beaucoup de panels corps où on peut aller pour être dans le conformisme, mais on vient ici pour confronter les idées. Donc, tu ne peux pas te faire du mauvais sang pour nous. On aime la confrontation, même si souvent c'est un peu dur. On donne les arguments toujours dans le respect et sans invective personnelle. Sauf moi qui ai un problème personnel avec Ambaboy, mais ça c'est autre chose. Bon, je vais répondre à, comment on appelle ça, à la CAN. Et j'espère que ça va pas nous perdre dans le débat. Il a parlé du fait que le président Laurent Gbagbo ne serait pas une figure de proue du multipartisme. Et pour soutenir ça, il a dit que c'était une demande de Mitterrand suite à la chute du mur de Berlin. Bon, en fait, je pense ce qu'il a dit là, puis je le transpose à une autre situation. Il me dira s'il est d'accord, mais s'il n'est pas d'accord. Après la fin de la guerre en 1945, bon, je parle comme ça en gros en général, je ne rentrerai pas dans les détails. Après la fin de la guerre en 1945, les États ont une aspiration de liberté. De Gaulle est venu faire le tour de l'Afrique, tout et tout, pour imposer, je sais pas, le référendum de trucs là, le référendum de AOF, je sais pas quoi. Là. Et les gens ont voté pour rester encore dans la communauté française. Comme seul la Guinée a voté contre, mais il y avait un véritable vent de liberté qui soufflait. Voilà. Les gens voulaient un peu plus de liberté dans les colonies parce qu'ils ont vu que voilà, qu'un pays assiégé comme la France ne peut pas vivre dignement. Donc il y avait un vent de liberté là. Donc les tractations ont eu lieu et la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. Donc si on transpose ce que Lacan a dit par rapport au multipartisme, à la situation de 1960, on peut dire que Houphouët-Boigny, il n'est pas une figure de proue de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est juste une situation dont il a bénéficié. Il était juste devant. Non, je pense qu'il ne faut pas faire ce genre d'interprétation là. Effectivement, peut-être c'était sous pression de Mitterrand, mais Mitterrand c'était un gars de la gauche et Gbagbo, lors de ses nombreux exils, a fait juste son lobbying. Il est bien évident que suite à la chute du mur de Berlin, il y a eu un vent de démocratie, de liberté parce que les Occidentaux ont gagné, donc le communisme était en perte de vitesse. Donc les gens ont aspiré à plus de liberté dans les démocraties, plutôt dans les colonies qui naissaient. Donc il est tout à fait normal que l'idée de multipartisme, bien que présente dans la Constitution, ait été revendiquée par certaines personnes. Et parmi ces gens-là, il y avait Laurent Gbagbo, qui était une figure de proue. C'est un fait indéniable. Je ne sais pas pourquoi vous voulez contester les choses qui sont indéniables même. Moi, je suis venu, moi j'ai fait mon voyage, j'ai dit qu'il y a goudron, il y a des choses. Vous, quand il faut reconnaître un truc à Laurent Gbagbo, pour vous c'est un refus épidermique. C'est-à-dire que le reconnaître l'argent, c'est comme si vous allez mal dormir. Reconnaissez-le, c'est un fait. Le thème père de la démocratie, là, peut-être si vous voulez, c'est un peu galvaudé, mais il a une figure de proue de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et il n'est pas le dernier. Et il n'est pas le dernier. Donc, lui reconnaître ça, là, c'est pas lui faire trop d'honneur du truc, c'est lui reconnaître un fait factuel. Voilà, c'est assez clair. Maintenant, je vais abonder dans le sens de Joanne par rapport à ce qui est dit, par rapport à l'attaque de la rébellion, tout et tout. Moi, je me dois d'être honnête envers moi-même et envers ma façon de penser. Je pense qu'il y a eu beaucoup de négligences, voilà, qui font que la rébellion a pu avoir lieu. Le président Laurent Gbagbo a bénéficié d'une situation dans l'armée de Côte d'Ivoire qui a créé des tensions et que, bon, comme il venait d'arriver au pouvoir, il y avait plusieurs enjeux, plusieurs défis. Certainement que ça n'a pas été assez pris en compte. Moi, je l'admets volontairement. Mais de là à aller lui faire un procès en incapacité, bon, je pense que c'est un peu gros. Voilà, le monsieur, il a fait ce qu'il pouvait faire et il a bien expliqué qu'il a appelé une force d'intervention selon les accords de défense, parce que la Côte d'Ivoire n'était pas assez armée pour faire face. Selon les accords de défense, et cette force d'interposition-là, qui était la France, a dit que c'est une crise entre les Ivoiriens, donc elle ne peut pas prendre parti. Donc le monsieur a fait ce qu'il pouvait faire. On peut juger que c'est insuffisant. Moi, je juge que les choses auraient pu être faites autrement. Mais bon, il ne faut pas lui faire 1% en incompétence. C'est une situation de fait qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Ça a permis à éclairer beaucoup de choses. On peut dire que c'est un mal pour un bien. Et ça a laissé des cicatrices comme la canne l'a dit jusqu'à présent. Il y a encore des gens qui ont des stigmates de ça.
Et toute la gouvernance du monsieur a été entachée par ça, par le gouvernement d'union, de sorte qu'on ne puisse pas présenter un bilan à la hauteur de l'espérance que le monsieur a suscité. Donc, moi, je ne lui ferai pas ce procès-là. Parce que tout pays, peu importe sa force peut être attaquée de façon ponctuelle. C'est sa capacité à réagir, et malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas une grande capacité à réagir du fait des endettements, de la crise, tout et tout. Donc voilà. Maintenant, est-ce que quand le FI va revenir au pouvoir, le PPAC va revenir au pouvoir, il en sera de même? Non, bien évidemment. On a appris la leçon du passé. On a appris que pour gérer un pouvoir, il faut être dépourvu de beaucoup d'humanité. Il faut avoir une main de fer qui ne trempe pas. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, on a appris la leçon. Moi, j'admets volontairement, on a appris la leçon. Et quand on viendra au pouvoir, parce qu'on va revenir au pouvoir, il n'y aura plus de, comme Emma le dit, il n'y aura pas de pitié. Parce que, étant les hommes de gauche, on a voulu faire un peu d'humanisme, mais apparemment, ça ne paye pas sur nos topics. Donc, on sera dur, on aura la main dure sur tous ceux qui vont vouloir perturber le pouvoir d'État. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et j'attends s'il y a des motions, ou j'attends d'écouter la grande sœur Cléopâtre avec plaisir. Et j'attends aussi les crabissous de Daoud, mon frère Daoud. Il y a Kokora qui est là, hein. Je ne sais pas s'il y a des motions. Moi, ma prise de parole, Tlakan, est-ce que je ne vais pas la prendre après Coco? Oui, justement, vu que le doyen est là, bonsoir doyen. Ok, bonsoir. En même temps, moi, j'avais des questions, je t'ai vu tout à l'heure sur le panel de Non, c'était par rapport à la manifestation du 14. Ma question va dans ce sens-là. Bon, mobilisation, je vais dire, c'est pas manifestation. Oui, bon, c'est une manifestation, donc il demande une mobilisation. Et c'est ce qu'on a fait en 2020, là. La marée orange, on va faire la deuxième édition. Et donc, merci à vous d'avoir mis l'information sur vos pages. J'encourage les uns et les autres à mettre ça sur leur profil. Moi, tout à l'heure, je vais mettre ça sur mon profil pour vraiment permettre à tout le monde de voir ça chaque jour et mobiliser les militants pour l'appel à la candidature du président Ouattara. Voilà. C'est notre chef, c'est notre champion. Et nous devons lui demander de continuer parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, merci à vous. Cléopâtre, vraiment merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé à Paris. Là, quand j'étais la superstar. Grand frère Kokora. Grand frère Kokora. Grand frère Il faut Kokora. assurer là-bas. Hein. C'est ça. On toi, hein, sur NCI là. C'est ça. Ah, c'est ça, tu parles doucement. Qui m'a invité? Je veux laisser une commission. Je l'appelle sur son WhatsApp, il ne décroche pas. Ouais, grand frère, il faut m'envoyer le numéro de ton frère qui est au village là par rapport à ce que tu m'avais expliqué là. Ah, d'accord. J'ai dit ça à ma patronne. Voilà. C'est pas mieux de faire ça en inbox, fils de. Ouais, non, il dit là, c'est un message, mais j'étais très occupé. Je vais répondre au message. Ok, donc merci à vous. Bon, on a écouté le frère qui vient de chuter avec beaucoup d'attention, mais aussi avec beaucoup d'amusement. On ne gère pas un pays à moitié. On ne dit pas non. Comme nous sommes socialistes, on n'a pas voulu régler de certains problèmes. Non, on ne vous demande pas de brimer la population. Un État fort, c'est l'État qui arrive à sécuriser sa population. Un État fort, c'est celui qui met en déroute tous les déstabilisateurs. Un État fort, c'est celui qui fait en sorte de garantir la paix et la sécurité pour ses citoyens. Mais quand vous n'avez pas réussi, et que de 2000 jusqu'en 2011, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes par votre faute, parce que vous avez failli à votre mission de sécuriser le pays et de garantir la paix et la sécurité, mais on ne vient pas après pour dire oui, c'est vrai, on n'a pas réussi à faire ci, mais vous allez revenir au pouvoir maintenant. C'est là que vous allez apprendre, vous avez appris de vos leçons. Vous savez, un pays, c'est comme un avion. On ne jette pas des gens dans la cabine de pilotage parce qu'on a envie de le faire. Parce qu'il y va de la vie des passagers. Donc, il y va de la vie, la sécurité, donc des Ivoiriens. Est-ce que tous ceux qui sont morts là, on peut les ramener encore en vie? Non. Et donc, c'est vraiment une erreur très grave. Et à la limite, on devrait même vous mettre en congé en ce qui concerne la politique. Parce que votre président, votre équipe a été inapte à gouverner un pays.
à gouverner un pays. Aujourd'hui, là, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, pourquoi est-ce que les gens ont chassé les présidents qui étaient là? Mais parce qu'ils ont estimé qu'ils ont failli à leur mission de sécuriser leurs citoyens. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vos modèles. Pourquoi? Parce que les terroristes bat son plein dans ces pays. Parce que les présidents qui étaient là, civils qui ont été élus, ils ont estimé qu'ils ont failli à leur mission. Donc, quelqu'un d'autre est venu les remplacer. Non, ils ne vont pas. Ibeka qui est mort, bon, paix à son âme, comment on appelle Kaboré qui est là, ne peut pas dire que oui, bon, c'est pas ma faute, les terroristes sont venus, voilà pourquoi ils m'ont empêché de travailler. Ah bon? Un État, tu le prends, on te donne les moyens pour sécuriser la population, garantir la sécurité de tout le monde. Mais quand tu n'arrives pas à le faire, tu veux qu'on vienne s'apitoyer sur ton sort? Non, au contraire, M. Gbagbo devait rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens. Alors que sa prestation de serment sur la conscience de dire « Je jure de protéger l'intégrité du territoire et de protéger la Constitution. Et que si j'ai failli à ma mission, que je sois traduit devant que je subisse la loi de mon pays. » C'est ça. Si aujourd'hui le président Ouattara faillit à garantir la sécurité et la défense donc du pays, mais il a échoué, on ne va pas lui pardonner. Vous savez, les gens pensent que gérer un pays, tu viens, tu croises les bras, la sécurité, tu t'en fous, la défense, ce n'est pas ton problème, et puis tout ce qui te concerne t'intéresse, non, je vais construire des écoles. Non, le premier élément à mettre sur pied, c'est la défense et la sécurité. Parce qu'un pays, il est toujours sujet à des attaques, en interne comme à l'extérieur. Il y a des ennemis partout. Donc le premier devoir d'un président, c'est de veiller à la sécurité de ses citoyens. Parce que si toi, Boloy, tu es un planteur et que des terroristes viennent prendre ton champ, mais tu ne peux plus vivre. Donc c'est l'État qui a le devoir de faire en sorte de mettre en déroute tous ceux qui vont mettre ta vie en danger. Quand ils n'arrivent pas à le faire, à garantir ta sécurité, ils ont échoué. Parce que tu leur as donné tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent te protéger. La défense, le budget, la police. On est même dans un régime hyper présidentialiste qui permet au président de la République de prendre des décisions, même gouverner par ordonnance. Il peut le faire en cas de situation difficile. Mais on a prévu tout ça parce qu'on sait que le président de la République a un devoir très important. Parce que c'est lui qui a reçu l'onction populaire à travers le vote et qui a la légitimité issue des urnes pour protéger donc ses citoyens. Voilà pourquoi on lui donne tous les moyens qu'il faut. Et d'ailleurs, vous prenez nos lois. Il n'est pas fait obligation au président de la République de nommer seulement des Ivoiriens même. C'est-à-dire, on dit que le président de la République nomme aux emplois supérieurs. C'est-à-dire, il peut même aller prendre un Mexicain. S'il trouve qu'il est compétent pour l'aider à travailler, il peut le nommer ministre. Il peut le nommer ministre. Si tant est qu'il peut lui permettre de gouverner le pays. Donc, on a fait tout ça. Tous les pouvoirs ont été remis au président de la République dans nos petits États qui sont encore fragiles pour lui permettre de nous protéger. Mais quand il n'a pas pu le faire, vous n'allez pas venir nous dire non, oui, non, quand même. Et le président Laurent Gbagbo avait dit qu'il était prêt. Voilà pourquoi il disait, il voyait le dos du nageur. Donc, il a rassuré son peuple qu'il avait tous les moyens pour faire échec à toutes les entreprises de déstabilisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, le 19 septembre 2022, la Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Mais c'est parce qu'il a failli. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'armée? Qu'est-ce qu'il a fait avec la gendarmerie? Vous avez failli là où nous avons reçu, parce que quand on a pris le pays, mais la Côte d'Ivoire était dans une situation beaucoup plus difficile qu'en 2000. Parce qu'en 2000, c'était une armée unique. Donc, il a pris une armée qui n'était pas bigarrée. Mais nous, quand on arrive au pouvoir en 2011, tu es d'accord avec moi qu'il y avait non seulement les armes circulaires dans le pays, à cause de la guerre qu'on a connue, mais il y avait plusieurs armées qui se côtoyaient. Il y avait les forces nouvelles, il y avait les FDS qui ont combattu pour Laurent Gbagbo, il y avait les miliciens de Laurent Gbagbo, il y avait comment on appelle, le commando invisible d'Abobo. Donc voilà, plusieurs forces qui cohabitaient sur le même territoire. Et il fallait au président de la République de mettre en place une armée. Mais cette tâche était difficile. Sans compter que
ceux qui ont perdu le pouvoir, comme les ABI, les CKCK, tous ceux qui étaient à l'extérieur du pays, étaient dans un projet de déstabilisation. Donc tu vois que nous étions face à une situation beaucoup plus compliquée. Mais grâce au leadership, au sérieux du président Ouattara, il a réussi à garantir la paix juste dans 15 ans. Il y a de cela 15 ans qu'il est au pouvoir, mais la Côte d'Ivoire est stable. Sans compter les terroristes qui chaque matin prient pour envahir le pays. Et tu es d'accord avec moi, avec toutes les attaques que nous avons subies, que ce soit à Bassam, au nord de la Côte d'Ivoire? Est-ce que demain, je touche du bois, si une partie de notre pays est occupée par les terroristes, tu vas dire que non, ce n'est pas la faute à Alassane Ouattara, mais c'est la faute aux terroristes. Non, tu ne vas pas dire ça. Tu vas dire Ouattara a échoué parce que notre pays n'est plus en sécurité. Tu vois? Donc, vraiment, moi, je pense que il va falloir même prier pour que Laurent Gbagbo n'arrive plus au pouvoir. Parce que là où il avait 55 ans, il n'a pas réussi à gouverner le pays, il n'a pas réussi à garantir la paix et la sécurité. C'est aujourd'hui où il a des difficultés même pour se déplacer, qui va gérer un pays. Non, frère, il faut passer à autre chose. Voilà, moi je pense que qu'il y a des hommes beaucoup plus aguerris au PPACI pour pouvoir prétendre gouverner notre pays. Mais là encore, il faut que vous ayez un projet. Mais jusque-là, vous n'avez même pas de projet. On a 5 mois des élections. Le PPACI n'a pas de projet. Vous allez venir gouverner le pays avec quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire pour les Ivoiriens? C'est-à-dire, pour un parti politique dans l'opposition, il dit, Ouattara à ce niveau n'a pas réussi. Voilà, nous avons un projet pour corriger ce qui n'a pas réussi. Mais vous n'avez pas de projet. Vous n'avez rien. Si on te pose la question ici en tant que militant du PPACI, qui veut arriver au pouvoir pour changer les choses, quel est votre programme pour la défense et la sécurité? Quel est le programme que vous avez mis en place, vous comptez mettre en place pour faire face au terrorisme? Quel est le programme que vous avez pour régler les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'emploi jeune? Tu seras incapable de le dire. Donc, sur la base de quoi vous voulez venir au pouvoir? On vient au pouvoir, on cherche à venir au pouvoir, parce qu'on a un projet qu'on veut mettre en place. Je crois que dans l'opposition, le président Laurent Gbagbo avait un projet, gouverner la Côte d'Ivoire autrement. L'assurance maladie universelle, l'école gratuite, ça c'était des projets. Mais aujourd'hui, quels sont vos projets? Vous n'en avez pas. Donc vraiment, moi, je ne vais pas être long, je ne vais pas revenir sur le passé parce que déjà vous avez échoué. Vous n'avez pas réussi à gérer le pays. Et pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire est restée dans cette situation difficile. Quand il dit que Gbagbo est le père de la démocratie, non, Gbagbo n'est pas le père de la démocratie. D'ailleurs, c'est le fossoyeur de la démocratie. Parce que de 2000 à 2011, la liberté d'expression n'existait pas. C'est sous lui que des journalistes ont été éliminés dans notre pays. Jean-Hélène et Guy André qui a fait à disparu, ou les Salé Tchemoko sont allés en prison, et André Sylvain Conan, Niamante est parti en prison. Donc c'est sous lui que l'expression plurielle a été enfermée, embrigadée. Donc Gbagbo n'est pas le père de la démocratie, non. Il a trompé tout le monde. Ce n'est pas un démocrate. Gbagbo n'a jamais été un démocrate. Ça a arrêté de tromper les Ivoiriens. Il n'a jamais été un démocrate. C'est un dictateur. Et tout le long de sa gouvernance, il a démontré à suffisance qu'il était un dictateur en puissance. En termes de liberté d'expression, nous étions à la 159e place. Mais aujourd'hui, nous sommes à la 53e place. Pour peu que tu prenais la parole pour critiquer Laurent Gbagbo, soit si tu as trop de chance, c'est pour aller en prison. Sinon, la plupart du temps, c'était à 6 pieds sous terre. Voilà. Et la preuve, elle est là. C'est sur lui que des présidents ont été assassinés, sa femme assassinée, des médecins assassinés. Pour peu qu'on dise, oui, Dakouri Tablé, il est frère. Donc, de celui qui est dans la rébellion, on le prend dans sa clinique, on va l'éliminer. Mais arrêtez-le, posez-lui des questions. S'il est coupable de quoi que ce soit, il va en prison. Mais pourquoi vous l'éliminez? Bon, voilà comment vous avez géré le pays. Donc, les Ivoiriens ne feront pas encore cette erreur de ramener les refondateurs au pouvoir. À tous les niveaux, vous avez échoué. Donc, vraiment, je voudrais m'arrêter là. Encore une fois de plus, vous dire merci à nos frères et sœurs du RADP qui font un travail formidable sur la toile. En tout cas, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à vous accompagner à tous les niveaux. Nous serons là pour vous appuyer sur différents moyens pour que vous puissiez faire votre travail. Parce qu'il faut vraiment que vous communiquiez. Parce que ceux qui sont en face de nous ne sont pas des enfants du cœur, et vous savez, leur projet, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais tant que vous serez là pour veiller sur les panels, donner la bonne information aux populations, ils vont toujours taper poteau. Et je crois que la démonstration a été faite il n'y a pas longtemps. Ils ont essayé d'organiser des matchs pour soutenir M. Thiam. À Boisseau, c'était 50 personnes. Bon, au plateau, ils ont réussi à avoir 150 personnes. Dans la diaspora, c'est même pas la peine, ils n'ont même pas réussi à avoir 20 personnes. Donc, bravo à vous et continuons dans ce travail-là. Et la victoire n'est pas loin. Merci infiniment.
Bravo. Notre président, vous avez vu, non? Ah, la canne, tu es où? Faut venir faire que... S'il vous plaît, c'est possible de prendre une motion? Non, apparemment, il était juste venu pour recadrer. Il n'est pas venu pour faire une motion, pour accepter l'émotion. Gora, tu prends l'émotion. Ici, là, une motion rapide. C'est d'abord Boloy qui a voulu faire une motion. Après, Boloy, c'est... Moi, j'ai une motion rapide. Non, c'est Boloy d'abord. C'est Boloy qui a été le premier à demander. Bologne, pardon, excuse-moi, j'ai une motion rapide. Il faut être patient, c'est dans l'ordre. Boloy, vas-y. Voilà, moi j'ai une motion. Non, Joanne, je serai pas long, moi j'ai une motion. Bon, monsieur Kokora, vous avez dit, c'est moi que vous preniez au mot quand vous parliez du fait que Laurent Gbagbo échoué. Bon, moi j'ai dit qu'il a bénéficié d'une situation sécuritaire du fait du coup d'état de 99, oui, c'est ça. Et il y avait des remous dans l'armée. Bon, moi je peux admettre des insuffisances, hein, mais vous avez semblé dire que je disais que il n'a pas su assurer la sécurité du pays, nous rendant donc coupable de tout ce qui est arrivé. Alors que je dis qu'il y a des facteurs qu'il ne maîtrisait pas parce qu'il arrive au pouvoir depuis 2 ans. Ça, c'est la première observation. Maintenant, la deuxième observation, c'est que 2000 n'est pas comparable à 2011 parce qu'on arrivait dans une situation de lassitude où tout le monde était fatigué, le pays voulait la paix. Et il y a en face de lui, il n'a pas eu d'opposition belliqueuse. Alors que dès que le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, en face de lui, il avait une opposition qui ne voulait même pas qu'il gouverne. M. Bakongo l'a dit clairement, on ne laisse pas les gens gouverner, en fait, tout pour qu'ils ne gouvernent pas bien. Donc, je pense que ces deux exemples ne vont pas ensemble. Le monsieur n'a pas pu gouverner correctement parce que les gens ne voulaient pas qu'il gouverne correctement et la situation ne le permettait pas, ainsi que les forces extérieures. Voilà. Alors que Ouattara a bénéficié d'un environnement plus paisible, une opposition républicaine qui n'a jamais voulu déstabiliser le pays, nonobstant les actions isolées de API et d'autres personnes. Voilà ce que je voulais dire, parce que je ne considère pas que ce que vous avez dit, c'est un recadrage, c'est juste un avis que vous avez donné, on le respecte, mais je pense pas que vous ayez regardé les gens du PPACI ici. Merci beaucoup. Non, je ne sais pas quel âge vous aviez en 2000, mais Laurent Gbagbo a bénéficié d'une situation d'accalmie. Je rappelle que de 2000 jusqu'au coup d'État, à la tentative de coup d'État qui s'est transformé en rébellion, le pays était en paix. L'opposition ne marchait pas. Et d'ailleurs, tous les partis politiques de l'opposition étaient au gouvernement. Pour accompagner le président Laurent Gbagbo à gouverner le pays, le RD était au gouvernement, le PDCI était, l'UDPCI était. Donc tout le monde était au gouvernement. Il n'y avait même pas d'opposition. On co-gérait le pouvoir pratiquement de 2000 à 2002. Donc c'est une situation paisible qui devait permettre. Il y a eu le Forum pour la réconciliation nationale en 2001 qui nous a permis d'aller aux élections départementales en 2002. Donc le pays était en paix. Et quand Laurent Gbagbo lui-même il dit, je vois le dos du nageur, et que tant que je suis à la tête de ce pays, aucun centimètre carré ne sera pris, ne sera arraché à la nation. Mais tu as écouté ce discours. Lida Kossi a dit, il y a une émission qu'on faisait à l'époque, on appelait les rendez-vous de la refondation. Lida Kossi a dit que la Côte d'Ivoire pouvait faire la guerre au Burkina Faso, à la Guinée, au Mali, et la gagner. Parce que nous étions suffisamment armés, nous étions prêts à faire face à toutes les velléités de déstabilisation. Donc c'est faux de dire que oui, Laurent Gbagbo a fait face à une rébellion ou à une opposition qui ne... Non, c'est faux. Et d'ailleurs, tous ceux qui étaient au Burkina Faso, qui se préparaient à s'attaquer au pays, Laurent Gbagbo était au courant. Lui-même a dit qu'il a averti la France en leur disant que oui, il y a des gens qui se préparaient au Burkina Faso et qu'il était prêt à faire face. Blaise Compaoré lui a donné l'information. Ses ministres Boga Doudou, Lida Kossi et autres disaient qu'ils savaient où ceux qui se préparaient au Burkina, dans quel restaurant ils mangeaient, quelle boîte de nuit ils fréquentaient. Donc, le monsieur était parfaitement informé, frère. Non, il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. Laurent Gbagbo a bénéficié d'une situation et d'une circonstance favorable. Non seulement en interne, il n'y avait plus d'opposition. À partir du moment où il y a un gouvernement d'ouverture, d'union nationale, il n'y avait pas d'opposition. Donc, il avait tous les leviers pour faire face à toutes les velléités de déstabilisation, ce qui n'était pas le cas en 2011. Quand il dit, oui, ce sont pas on a échappé à 37 coups d'État, frère. Et ça, c'est le préfet de police, l'ancien préfet de police d'Abidjan, comment il s'appelait, Vincent Tobi, Vincent Tobi qui a dit, la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a échappé
où a fait face à 37 tentatives de coup d'État, frère. Et les attaques contre Akouedo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais c'était des attaques quotidiennes. Ceux qui s'étaient réfugiés au Libéria traversaient le fleuve Cavali et venaient attaquer donc les populations donc, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'on a mis en place une riposte efficace que tu penses que c'était une action aussi banale. Non, 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 non. Faut pas faire ça. Et au-delà de ça, il y a le terrorisme qui est à nos portes. Mais le gouvernement ivoirien a fait face à tout ça. Et on continue d'y faire face. Voilà, donc Laurent Gbagbo a échoué. Vraiment, il a échoué. Il n'a pas réussi à sécuriser le pays. Et je te dis, dans une situation post-crise qui a fait plus de 3000 morts, frère. Et je te l'ai dit, on a hérité d'une armée donc bigarrée, une armée donc qui était, je vais dire, composée de plusieurs forces qu'il fallait remettre ensemble. Mais ça, c'est une situation très difficile. On a même fait face à une, comment on appelle, un soulèvement des militaires, la mutinerie de janvier, je crois, 2013-2014 et la mutinerie de 2017. Frère, si le président n'avait pas été pragmatique, mais le pouvoir allait partir. Bouaké était paralysé. On a été obligé de leur donner près de combien de millions pour les calmer. Donc, c'est pour te dire, frère, que de 2011, même jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas sortie du viseur, comme on appelle, des déstabilisateurs. Tu vois, donc, c'est pas vrai. Laurent Gbagbo, en tant que président de la République, avait tous les leviers pour sécuriser les Ivoiriens. Il n'a pas réussi à le faire. Il a failli à sa mission, on passe à autre chose. Voilà. Cléopa, tu permets que je prenne ma motion. Pas trop durer, hein, l'émotion là, vous nous fatiguez. S'il est d'accord, hein, Kokora. Oui, non, rapide. Non. Là, c'est un pro Gbagbo, nous. Non, il n'y a pas de problème, c'est eux-mêmes qu'on cherche. D'accord. Merci, M. Kokora. J'ai suivi avec beaucoup de délectation vos propos tout à l'heure, qui m'ont paru peu de fois conformes à la réalité de la Côte d'Ivoire. Mais bon, la première question que je voulais savoir, c'était est-ce que M. Kokora avait le pouvoir de décider qui pourrait venir au pouvoir ou non? Parce qu'à entendre M. Kokora, il semble dire qu'il faut écarter le président Laurent Gbagbo, etc. Alors que je me demande bien si c'est au peuple de décider ou c'est à M. Kokora de décider. Deuxièmement, je rappelle aussi à tout le monde que le président Gbagbo a géré le pouvoir tranquillement de janvier 2001 à septembre 2002. Le premier gouvernement après Makoussi, le gouvernement du ministre Seydou Diarra, Gbagbo n'avait que 11 ministres sur les 36. Le gouvernement Bani, il n'avait que 9 ministres sur les 36. Le gouvernement Soro 1, il n'avait que 11 ministres sur les 36. Soro 2, pareil. Alors, ne pensez-vous pas que cet échec dont vous parlez avec tant de véhémence n'est pas aussi du fait notamment de tous ceux qui étaient partis au pouvoir d'alors, et notamment le fait des militants du RDR, pour la plupart qui se réclamaient être de la rébellion. Et après, la dernière question, excusez-moi, c'était de savoir aussi, mais M. Kokora, est-ce que vous pensez que tout fait ou tout délit qui est commis sous la présidence d'un président de la République lui est automatiquement imputable? Parce qu'à vous entendre parler, vous avez fait une corrélation entre plusieurs faits qui, moi, me paraissent diamétralement opposés. Donc, ma question, c'était de savoir si, lorsqu'on est au pouvoir et que quelqu'un se suicide, c'est aussi du fait du président de la République. Merci. Ok, pour votre première observation, d'ailleurs, je t'apprends que je fais partie du peuple. Et donc, j'émets un souhait, j'ai dit, selon moi, mon analyse et mes observations, à partir des arguments que j'ai développés, je considère que Laurent Gbagbo n'a plus sa place à la tête du pays. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, après, c'est le peuple. Après, c'est au peuple de décider. Tu vois, non? Après, c'est au peuple de décider. Voilà pourquoi j'ai dit, tout à l'heure, Boloy a dit, ils vont revenir au pouvoir. Mais il fallait lui poser la question s'il était le peuple. Mais pour lui, en fonction de son observation et de ses analyses, il considère que en 2025, le PPACI va arriver au pouvoir. C'est son point de vue. Donc, je donne mon point de vue, je dis, et j'ai démontré pourquoi je pense que Laurent Gbagbo ne mérite plus de chance de gouverner notre pays. Donc, c'est la première réponse que je voudrais donner. Deuxième chose, tu nous dis
que le président Laurent Gbagbo a gouverné en paix de janvier 2001 à septembre 2002. Il a gouverné en paix. Donc ça bat en brèche l'argument de ton frère Bolleur qui disait que oui, il a hérité d'une situation difficile, il était face à une opposition radicale, voilà pourquoi il a échoué. Moi, à partir de 2002, l'échec était déjà là. Donc tous les gouvernements qui ont été mis en place, c'était pour aider le pays à ne pas s'écrouler. Dès lors que le pays est divisé en deux, tu es d'accord avec moi que le gouvernement en place avait échoué. Il fallait maintenant discuter, puisqu'il y a plus de la moitié, 60% du territoire qui est occupé. Donc on fait quoi? Il faut discuter pour sortir de la crise. Parce que si Gbagbo n'avait pas échoué, on n'aurait pas eu tous ces gouvernements. Donc d'ailleurs, les gouvernements que tu as cités là, c'est le fruit de l'échec de Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, il ne viendra pas à l'idée de quelqu'un de dire que dans le gouvernement de Ouattara, là, un parti politique va donner 6 ministres, 10 ministres. Parce qu'il est au pouvoir et il assure la sécurité. Par quel moyen et par quel mécanisme tu vas imposer des ministres à Ouattara? C'est lui qui décide. Or, Gbagbo ne pouvait plus décider à partir du moment où il avait échoué à garantir l'intégrité du territoire. Il ne contrôlait plus, je veux dire, l'État en tant que tel, parce qu'il y avait des forces qui cohabitaient. Soro avait 60% du territoire. Alors que Gbagbo a pris le pouvoir avec 322 462 km². Donc, dès lors que plus de 60% du territoire lui échappait, mais il avait échoué. Voilà, donc quand il a échoué là, on ne demande plus le reste. Maintenant, on cherche à arranger. Quand le village a brûlé là, comme chez nous on le dit, un village à Ni ou Baoulé, quand ça brûle, on ne demande plus, surtout les pylons. Les pylons aussi ont pris feu. Donc c'est un peu de façon caricaturale, mais Gbagbo, dès lors que tu n'as pas réussi, et lui-même a dit à Makoussi, à Cléber, pardon, je n'ai pas gagné la guerre dont je négocie. Makoussi est un médicament qui est amer, mais ça sera la solution pour guérir le pays. Donc, vraiment, frère, si aujourd'hui, Ouattara, il y a la moitié du pays qui est sous le contrôle d'une force parallèle. Mais tu as échoué, tu es obligé de négocier avec eux. Ou bien, tu as échoué. Voilà. Quand tu donnes ta maison à un gardien et que des voleurs réussissent à contraindre le gardien et qu'ils rentrent chez toi, tu vas négocier avec les voleurs. Mais qui a été à la base donc de cette situation de négociation? Mais c'est ton gardien que tu as mis devant qui n'a pas réussi là. C'est lui qui a fait que les voleurs sont rentrés et comme ils sont armés, mais ils vont t'obliger à négocier avec eux. Voilà. Donc tu ne diras pas non et que oui, bon, il ne sait pas ce qu'il faut utiliser comme argument, mais c'est un échec. C'est l'échec de celui à qui tu as confié ta sécurité. Et nous avons confié notre sécurité à M. Laurent Gbagbo. Dès lors qu'il n'a pas réussi à garantir cette sécurité, tout le reste n'était que des négociations pour sortir de la crise. Et jusqu'en 2010-2011, avec les élections, nous sommes malheureusement, bon, lui-même a imposé notre crise à partir des élections, et il fallait encore en finir avec. Et tu as vu que Ouattara, qui a été élu, il a réussi à arracher le pouvoir entre les mains de M. Laurent Gbagbo et qui le détenait de façon illégale. Voilà, c'est ça, on dit un homme. Il était contraint dans un hôtel. Mais à partir du moment où le peuple l'a élu, le peuple lui a donné sa confiance, lui a donné sa sécurité. Donc tout le monde le regardait. Il devait se battre comme un beau diable pour effectivement garantir la confiance du peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à partir du Golfe à mener cette bataille contre Laurent Gbagbo jusqu'à le neutraliser et à gouverner le pays. C'est ça un président, un homme d'État. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas été. Aujourd'hui, que quelqu'un dise qu'il va aller prendre une partie de la Côte d'Ivoire, il n'a pas qu'à. Même les terroristes, là, vous les voyez, ils essaient d'attaquer le pays, mais vous voyez, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont un homme en face, ils ont un président, ils ont un homme d'État qui est conscient donc de sa responsabilité et qui travaille vraiment à assumer donc cette responsabilité-là. Donc voilà un peu rapidement ce que je voulais dire sur ta motion. Vraiment merci à toi, Cléopâtre, pour cette opportunité. Je comprends sur la dernière question, s'il vous plaît. Merci pour les réponses. Voilà, attends, voilà, André, j'ai fini, j'ai oublié ta dernière question. Okay. Tu as dit dans un pays, si quelqu'un se suicide, c'est que c'est le président là. Non, toi aussi. Si ta femme t'a trompé, par exemple, et que dans un gourmet, tu t'as te suicider, où est la responsabilité du président? Mais s'il n'y a pas de sécurité, s'il y a des voleurs qui sont dans vos quartiers à tout moment, mais c'est le rôle de l'État de garantir la sécurité. S'il n'y a pas d'école, que les enfants ne fréquentent pas, ça c'est le rôle de l'État. Donc l'État doit construire des écoles pour que toi, tu puisses mettre ton enfant à l'école. Maintenant, après, si tu ne mets pas ton enfant à l'école,
Ça, c'est pas de la responsabilité de l'État qui va aller prendre ton enfant à la maison pour l'envoyer en classe. Ou bien, l'État a tout fait, tu as inscrit l'enfant à l'école et puis l'enfant refuse d'aller à l'école. Ça, vraiment, je crois que les responsabilités de l'État sont limitées à ce niveau. La responsabilité du président de la République est très limitée. Mais son rôle, c'est de mettre en place les infrastructures pour accueillir les enfants. C'est de leur donner l'éducation. Maintenant, à la maison, le père doit donner une autre. Donc, c'est à ce niveau, je crois que ça, c'est pas la responsabilité. Maintenant, si des gens se suicident parce que soit ils n'ont pas de boulot, soit c'est lié à la gouvernance, là aussi, on peut se poser des questions. Est-ce que il va pas falloir augmenter notre capacité d'insertion donc des jeunes, à trouver du boulot aux enfants? Ça aussi, l'État peut avoir sa responsabilité. Non, je suis d'accord, mais un État peut pas se débiner, se dédouaner de tout, comme vous le faites. Voilà. Il y a une situation dans le pays, le président de la République doit chercher à régler en dehors de ce qui ne lui incombe pas, comme tâche telle que je viens de dire un exemple banal. Si ta femme t'a trompé, qui t'a te suicider, bon, ça, là, l'État va faire quoi? Voilà, il t'appartenait donc de donner l'amour à ta femme, et de lui donner tout ce qu'elle voulait, et aussi de bien choisir ta femme, parce que c'est pas tout le monde qu'on choisit. Hein. Donc, si tu as choisi quelqu'un qui n'est pas fidèle, bon, ça aussi, c'est pas la responsabilité de l'État. Donc, ça, c'est au cas par cas. Voilà, ça dépend des cas. Si tu me présentes un cas spécifique, on peut l'analyser en profondeur. Merci. Sac de piment. Merci Kokora. Comme sac de piment est là, c'est lui qui va modérer. Hein. Mais sac de piment après Kokora là, c'est moi. Hein. Donc si tu vois que je me permets de me démuter là. Oui. Bonsoir, Madame Cléopâtre. Bonsoir, Monsieur Kokora ici. Merci encore, Monsieur Kokora, n'est-ce pas, tu as bien sorti. Parce que Monsieur Joanne, chaque jour, il vient sur le panel, il voit débat. C'est pour nous enrhumer et nous en bigo, comment on appelle ça, le mot de mon frère Daoud. En berlificoté, merci. En berlificoté. Donc, du coup, là, mon frère, merci de m'avoir prêté le mot. Et je pense que M. Kokora a été très clair et bien structuré ce qui a été dit. Je pense que mon frère Joanne a pris la leçon et que demain, il ne viendra pas s'il voit débat encore pour poser de telles motions. Merci encore, M. Zi. Merci pour ta grande sortie. Encore bonsoir à mon frère Khalil. Le général Khalil, soit salué. C'est ton avis. Oui, mais mon avis, c'est l'avis en même temps de. Il voit débat. Donc, les avis sont partagés, c'est vrai, mais il voit débat ici. On a toujours eu raison sur les gorges. Donc, c'est pas Boulek qui me dira le contraire, ni encore M. Joanne. Alors, salut mon frère Daoud. Bonsoir, M. Lacan. Et Lacan est chez nous. Lacan est à nous. Merci, M. Kokora. Alors, Dame Cléopâtre, allez-y pour votre prise de parole. Merci beaucoup. En tout cas, après M. Kokora, je ne sais pas ce que je peux rajouter ici. Hein. Moi, j'ai pour habitude de dire que lorsqu'on est parent et que nos enfants se comportent mal, on ne peut pas se dédommager en disant non, c'est pas ma faute, mon enfant là, c'est la faute de l'école. À moins que l'enfant soit atteint d'une maladie psychique, je suis désolée. Un enfant mal élevé, les seules personnes responsables sont les parents qui l'éduquent ou en tout cas les tuteurs. Clair et net, moi j'ai 2 enfants et je peux vous dire que je ne tolère pas les enfants mal élevés. Clairement, dans une société comme la Côte d'Ivoire, où on est un président qui arrive au pouvoir et qui a la responsabilité d'un territoire, je dis bien d'un territoire, je n'ai pas dit de l'Ouest ou d'Abidjan, je dis d'un territoire, je n'ai pas dit de la partie utile du territoire, je dis bien d'un territoire. Et qu'il arrive dans ce pays, il est incapable de protéger ce territoire-là dans son ensemble. Je pense que Khalib le dit très souvent et M. Kokora l'a répété tout à l'heure. Il voyait le dos du nageur. Donc quand on voit le dos du nageur, c'est qu'on sait comment s'y prendre pour justement empêcher le nageur de continuer à nager et arriver au point, à sa destination voulue. Gbagbo n'a pas pu nous protéger. Moi, je suis Tagbana. Je pense que je l'ai assez dit sur ce panel. Mon père était précisément à Kachola. Kachola est seulement à 40 ou 45 km de Bouaké. Donc les rebelles avaient leur point de chute à Kachola. Le général Ouassena était au courant. Je dis bien le général Ouassena. Leur groupe là, tous les grands types de Kachola étaient au courant qu'il y avait une rébellion. Et ils ont tous chuté vers Abidjan. Ils ont informé Gbagbo. Je dis bien que Gbagbo, tout le monde a informé Gbagbo. Même certaines personnes du PDCI ont informé Gbagbo. Je vous le dis parce que je suis de Kachola.
Je ne l'ai pas inventé. Ce sont des cadres de chemin qui l'ont dit. Je vous le dis, ce panel, je l'assume. Donc, il était informé par tout le monde qu'il y avait une rébellion. Et tous ceux qui étaient des gros cadres là, ils ont ramassé leur famille, ils sont partis, ils ont quitté Akachola. Bouaké, c'est les militaires là même qui ont essayé de se défendre et qui ont essayé déjà à Bouaké. Gbagbo n'a pas pu protéger les peuples là-bas. Et puis, pour montrer sa faiblesse, pour aller au fond même de sa propre faiblesse, qu'est-ce qu'il dit? Je la partie utile du territoire. Mais à partir de là, Gbagbo n'était plus un président. Donc moi, franchement, ce monsieur a été une erreur dans ce pays. Moi, je ne discute pas avec les gens qui essaient de nous dire que Gbagbo là, c'est un saint. Non, 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 non. Il n'a pas été... L'une des choses qui m'a choquée dans ce pays, la Côte d'Ivoire a une culture, je le répète très souvent ici, nous avons plusieurs religions dans le pays, nous avons peut-être ce qu'on n'a pas dans le pays, et encore je le dis avec beaucoup de préceptes, c'est qu'on n'a pas d'athée peut-être. Mais sinon on a des animistes, on a des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, on a des musulmans, et même il y a des variantes de musulmans, on a ça en Côte d'Ivoire, et les gens ont toujours vécu ensemble. Mais lorsque Gbagbo arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on remarque? La télévision nationale était utilisée pour envoyer des messages un peu bizarres. Un pays laïque. Un pays laïque. On a tout vu dans ce pays. Les gens qui n'étaient pas de la foi chrétienne, moi je suis chrétien, je le dis, se sentaient gênés. J'avais la chaîne RTI chez moi, à un moment donné j'ai dû me désabonner chez Free pour ne plus avoir la chaîne RTI ici en France, parce que je n'en pouvais plus de ce que je voyais sur cette chaîne RTI. Donc Gbagbo, pour moi, Gbagbo a été un mal pour ce pays. Il a été incapable de protéger le pays, je l'ai dit. Il a été une des sources de la division du peuple. Sous Fouet, malgré que pendant les vacances scolaires, remarquez bien, je le répète, hein, j'espère que pour ceux qui sont un peu du même âge que moi et un peu plus, sous Fouet, malgré que les chrétiens et les musulmans n'avaient pas de férié, tout le monde se sentait dans un pays, les gens sentait très peu de frustration chez certaines populations. Mais sous Gbagbo, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté clairement qu'on avait l'impression que la Côte d'Ivoire appartenait aux chrétiens. Mais ça, on l'a vécu. Moi, je suis chrétien, je le dis. Je suis chrétienne catholique. Mais on avait l'impression que la Côte d'Ivoire appartenait aux chrétiens évangélistes. Il n'y avait plus de séparation entre l'État et la religion. Pourtant, la Côte d'Ivoire était un pays laïque. Donc, Gbagbo était mal dans ce pays. Clairement, un pays où il y a toutes les cultures. Toutes les cultures. Donc, par les discours, Gbagbo a contribué à diviser les Ivoiriens. Moi, voilà, il a instrumentalisé l'église pour pouvoir arriver à ses fins. Et ça, il faut le reconnaître. Mais regardez Oufoué, il a créé une base, il a mis en place une basilique en Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, les Ivoiriens qui ne sont pas catholiques, là, se sentaient concernés. Même aujourd'hui encore, les gens vont prendre des photos là-bas. Pourtant, ils sont tous musulmans ou protestants. Parce que Oufoué a réussi à travers ses discours à unir les Ivoiriens. Ça, c'est l'une des choses que Oufoué a réussi, on ne peut pas mentir. Et c'est ça qu'on attend d'un président. Gbagbo a contribué à être un exemple c'est-à-dire qu'il a été celui-même qui a été la base. C'est-à-dire que c'est avec lui qu'on a su qu'un jeune homme pouvait insulter un vieillard. Dans nos us et coutumes, et je pense que c'est valable pour pratiquement tout le territoire ivoirien. En Côte d'Ivoire, insulter un vieillard, en tout cas avant que Gbagbo n'arrive au pouvoir, c'était quelque chose de rare dans les communautés, en tout cas de la plupart des communautés en Côte d'Ivoire. Mais c'est sous Gbagbo qu'on a vu qu'on pouvait insulter un vieillard comme Oufoué Boigny et puis ça n'allait pas quelque part. Il a amené la violence, il a appris aux gens à insulter les vieux. C'est lui qui a été l'initiateur des insultes contre Oufoué, Oufoué voleur, c'est lui. Donc Gbagbo n'a pas été un exemple dans ce pays. Donc moi j'aimerais répondre à ceux qui ont parlé du multipartisme en Côte d'Ivoire. Moi j'aimerais bien que les gens sachent que nous on ne retient en rien à Gbagbo. Le fait qu'il ait été, comment je peux dire, quel terme je peux utiliser, la tête du multipartisme. Moi, clairement, je suis de ces personnes qui pensent réellement que il faut donner à César ce qui est à César.
Il a été la tête. Il fallait bien une tête pour pour avancer dans la mouvance du multipartisme. Mais clairement, Gbagbo n'était pas seul. Pour les plus jeunes qui ne savent pas, Korogo a été une ville déterminante pour Gbagbo, parce que les plus jeunes qui pensent que les plus grands soutiens de Gbagbo n'étaient pas de l'Ouest. Voilà, et ça c'est important de rappeler cela parfois aux jeunes qui pensent ils aiment trop Gbagbo. Ceux qui finançaient Gbagbo là, c'était pas des gens de l'Ouest, c'était pas ses parents bêtés. Donc il faut bien se renseigner. D'accord? Voilà. Korogo a été une ville déterminante pour le FPI de Gbagbo. Et surtout, les soutiens, ceux qui finançaient Gbagbo, ils ne venaient pas du tout. Ça, c'est important aussi de rappeler cela. Donc, quand on dit que Gbagbo n'était pas seul dans le combat, c'est qu'il y avait des enfants de l'Ouest, du Nord, du Centre, mais beaucoup du Centre, du Sud plutôt, et du Nord, qui ont lutté pour Gbagbo, pour aider Gbagbo dans cette lutte pour le multipartisme. Ça, il faut le reconnaître à ces peuples-là. Donc, moi, je ne suis pas là pour que les gens nous racontent des bêtises. C'est un historien. J'ai beaucoup à dire, mais je vais attendre mon deuxième tour de parole. Mais j'aimerais bien que les gens ne nous prennent pas pour des enfants sur ce panel. Je crois que c'est Boloy qui disait que Gbagbo a été face à une rébellion, donc c'est qui l'a mis en difficulté. Écoutez. Gbagbo est un historien et je pense que quand un historien connaît un peu, je pense qu'on peut s'inspirer de l'histoire des pays comme la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre. Mais l'Angleterre, on peut dire qu'il y a eu moins de défiance dans leur histoire que par exemple la France. On peut s'inspirer quand même des pays où, lorsqu'il y a eu des premiers coups d'État, avec l'instauration, en France, dans les années 1700, pour ceux qui voient un peu, 1787, je crois, on sait le dégringolage qui s'est pas arrêté jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La déstabilisation de la France ne s'est plus jamais arrêtée. Jusqu'à la Troisième République, où il y a eu 63 ans, je crois, de 60 ou 63 ans de stabilité. Après, ça a continué. Parce qu'une fois qu'il y a une violence dans un pays, celui qui va arriver là, la première violence là, il doit savoir anticiper. Gbagbo était un historien, il doit le savoir. je pense clairement que les pauvres Gbagbo doivent cette excuse-là. Une fois qu'il y a une violence dans un pays, une fois qu'il y a le sang qui a été versé dans un pays, une fois qu'il y a une déstabilisation dans un pays par un coup d'État, on sait que ça ne s'arrête plus. Tout le monde sait ça. À moins d'être quelqu'un qui n'a pas assez de culture, Gbagbo est assez cultivé, c'est un historien quand même. On ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas fait d'histoire, c'est quelqu'un qui est historien, donc il sait que les coups d'État ne s'arrêtent pas. Je vous invite à regarder un peu l'histoire de la France et vous allez comprendre. Une fois qu'ils ont chassé le roi et la reine, guillotiné la reine, ça ne s'est plus arrêté. Ça ne s'est plus arrêté jusqu'à la Troisième République, je l'ai dit. Ça ne s'est plus arrêté. Parce que les gens ont commencé à avoir l'envie de toujours revendiquer, mais toujours dans la violence. Les humains sont comme ça. Voilà, la République même où il y a eu le plus de stabilité, c'est la 5e République française. Donc, j'ai beaucoup à dire, mais je vais quand même attendre ma deuxième prise de parole. C'est pour vous dire clairement que Gbagbo ne peut pas trouver des excuses pour dire que lui, les coups d'État, là, ça l'empêchait de travailler. Non, il était au courant. Il est historien, il savait très bien qu'il allait avoir des coups d'État. Deuxième des choses, il devait aussi anticiper. Je suis désolée. Il devait réunir les Ivoiriens. Moi j'ai des gens qui ont fui la rébellion, qui sont arrivés à Abidjan. Par le discours tribaliste. Dès que tu t'appelais Touré, on te disait en même temps que tu étais un rebelle. Mon père, je prends toujours l'exemple de mon père et de mes oncles qui étaient enseignants à Boaké et au nord, qui étaient des gendarmes, qui étaient des gens qui étaient dans la fonction publique, qui ont fui pour aller à Abidjan. Lorsqu'ils fuyaient pour aller à Abidjan pour se protéger, parce qu'on est dans une nation et que le président là, il est responsable de tout un territoire. Quand ils sont arrivés à Abidjan, dans les écoles où ils travaillaient, dans la fonction publique où ils travaillaient, on les appelait rebelles. C'est pour ça que le discours de Johan me fatigue. Quand il dit vous qui? Vous qui? Mon père, Lacan dit que lui, là, il a 28 ans.
Donc, il n'a jamais été dans la rébellion. Moi, Cléo, je n'ai jamais été dans la rébellion. Aucun membre de ma famille n'a été dans la rébellion. Vous qui? On les appelle rebelles. Saïd Panda a fait une publication parlant des artistes Zouglouman qui ont été comptables des discours qui étaient tenus contre les personnes qui sont quittées au nord pour venir se réfugier au sud, qu'on appelait rebelles sous Gbagbo. Vous allez trouver toutes les excuses du monde. À un moment donné, Gbagbo doit se regarder dans une muraille et se dire, est-ce que j'ai protégé les peuples du nord qui n'étaient pour rien? Qui n'étaient pour rien. Je dis toujours qu'on n'a jamais fait de référendum pour faire la rébellion. Et les plus grands, les personnes qui ont le plus détesté la rébellion, c'est bien les peuples du Nord. Parce que ce sont eux qui ont vécu la difficulté du Nord. L'Ouest, là, les combats à l'Ouest, ça s'est passé vers la fin. Mais pendant 8 années et demie, les gens ont subi la rébellion sans être protégés par Gbagbo parce qu'il disait qu'il avait la partie utile. Voici la vraie réalité de notre société. Il faut dire la vérité au peuple ivoirien pour qu'on fait ce peuple-là soit libéré de ce que Gbagbo a fait dans ce pays. Moi, mon père, là, il est dû retourner au nord à mes oncles parce qu'il disait qu'on les appelait rebelles en tant que faussionnaires. Dites-moi le contraire. Je vous mets au débit de me dire le contraire. Donc, ils sont retournés. Il y en a qui sont retournés. Je connais des jeunes qui sont allés s'enrôler dans la rébellion parce qu'ils disaient au sud c'était impossible. Quand tu t'appelais Koulibaly, on disait que tu étais rebelle. Alors que Gbagbo savait très bien que c'était des militaires qui ont fait la rébellion. Et que ce n'était même pas le petit peuple qui ne savait rien qui a fait la rébellion. Donc, clairement, Johan, quand tu dis vous, il faut revoir ton vous là. Voilà. Il y a quelqu'un qui t'a pris l'exemple de l'Ouest, de la rébellion de l'Ouest. Il y a eu la rébellion à Caen au sud. On peut aussi dire vous aussi. Mais jamais tu entends la bouche de quelqu'un encore, tu vas dire vous. Donc, à un moment donné, il faut que Gbagbo se regarde dans le miroir. Je vais chuter là. Et puis qu'il respecte en fait. Oui, 1789, pardon. Merci beaucoup, Boloy. Donc, clairement, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais attendre mon prochain tour de parole où j'ai beaucoup à dire. Gbagbo n'a pas été un exemple dans ce pays. Il a foutu la merde dans ce pays. Et il est temps que les gens lui disent la vérité. Je renvoie. Merci, Dame Cléopâtre. Et comme d'habitude, c'est toujours avec un plaisir à vous écouter. Merci beaucoup et encore félicitations. Alors, sans me dérober, je pense que comme on est encore avec nous, M. Kokora, est-ce que M. Kokora peut se prononcer sur la thématique d'hier, à savoir ce qui concerne le discours de M. Tidiane Thiam, qui avait hier annoncé sa démission à la présidence du PDCI. Est-ce une stratégie selon M. Kokora ou est-ce un abandon? Si possible, si M. Kokora peut nous répondre par rapport à cette thématique qui était là hier sur Ivoire Débat. Merci, je me mute. Ok, merci. Non, je pense que je me suis prononcé sur le discours de M. Thiam, je crois que ce matin, ouais. Non, en fait, d'abord, c'est ce qui se passe au sein du PDCI-RDA ne nous intéresse pas. Donc, nous faisons une analyse au niveau externe, en liaison avec tout ce qui s'est passé, sa radiation. C'est-à-dire le fait que M. Thiam démissionne de son poste de président, il conçoit lui-même qu'il a été élu illégalement. Donc, s'il est d'accord qu'il a été élu illégalement, quelle a été la raison donc, de l'illégalité de son élection? Ben, la raison fondamentale qu'a posée Dame Yapo, c'était qu'au moment où M. Thiam se présentait pour briguer le poste de président du PDCI-RDA, il n'était plus ivoirien, il était français. Donc, si lui-même a posé l'acte de démission pour dire, bon, comme j'ai été élu illégalement, parce que je n'étais plus ivoirien, j'étais français, alors je démissionne. Mais ça clôt le débat sur son inscription par rapport à la liste électorale. Parce que son inscription sur la liste électorale, nous l'avons contesté, parce qu'au moment où il s'inscrivait en 2022, il était français et non ivoirien. Donc, M. Thiam vient de confirmer effectivement qu'il était français et non ivoirien. C'est-à-dire, à la fin, il a pris acte, il a accepté lui-même. Donc, ça, vraiment, ça nous met à l'aise. Alors qu'au départ, il disait qu'il était dans ses droits, il a été élu à la tête du PDCI légalement en tant qu'Ivoirien, c'est ce qu'il disait avant. Il continue de dire qu'il a été inscrit sur la liste électorale parce qu'il est Ivoirien au moment où il s'inscrivait.
Mais dès lors que lui-même prend conscience de la situation et décide de rendre sa démission parce que il est un président illégalement élu, alors le débat il est clos. Mais moi, ça me réjouit. S'il continuait sa bataille juridique en disant tout ce qui se dit, toutes les décisions que la justice prend, c'est à tort et que moi, Thiam, que ce soit mon élection à la tête du PDCI, c'était de façon légale, que ce soit mon inscription sur la liste électorale, c'est de façon légale, alors la justice peut dire ce qu'elle veut, et moi, je reste à mon poste. S'il avait fait ça, je crois que le débat aurait été plus tendu. Mais dès lors qu'il rend sa démission, bon, vraiment, pour nous, au moins, ça confirme ce que nous disions depuis longtemps et que nos amis du PDCI-RDA ne voulaient pas entendre. Ils viennent eux-mêmes de constater, avec la déclaration de M. Thiam, qu'on avait raison. Et M. Thiam était ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale. Donc, à ce niveau, le débat, il est clos. Et on avance. Voilà, maintenant, en ce qui concerne le PDCI-RDA, ils peuvent demain même décider que Thiam est le roi du PDCI. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est leur parti. Mais ça ne nous concerne pas, ça ne nous engage pas. Ce qui nous intéresse, c'est sur la liste électorale, nous disons qu'il n'est pas ivoirien, il n'était pas ivoirien, pardon, au moment où il s'inscrivait. Aujourd'hui, il est ivoirien à partir du moment où il a renoncé à sa nationalité française. Il retrouve sa nationalité ivoirienne. Si demain, il y a une révision de liste électorale, il pourra s'inscrire et puis jouir donc des droits en tant que qui sont rattachés donc à sa citoyenneté. Voilà un peu rapidement ce que je voulais dire sur ce sujet pour dire que vraiment c'est une bonne chose qu'il ait pris conscience de la situation et ça ne fait que permettre au débat d'évoluer. Et je crois que le débat il a évolué. Voilà rapidement ce que je voulais dire. Merci. Et ce qui est clair, et c'est net, et c'est bien dit. Ceci étant, est-ce que le général Khalil est sur le panel? Général Khalil est sur le panel? Apparemment, le général Khalil est un peu occupé. Est-ce que Lacan est là? Le frère Lacan? Je suis là, Koro, je suis là. Oui, bonsoir Lacan, bonsoir mon frère, comment vas-tu? Oui, je vais bien, Koro, et toi? Ouais, très bien mon frère, j'étais là ce matin, mais il y a eu un bug là, donc je suis obligé de descendre. Alors mon frère Kakran, ouais, vas-y pour ton intervention. Merci frère. Il y a Joanne qui demande une motion, je vais le laisser faire sa motion et puis... Mais Joanne, on va jamais finir avec M. Joanne. À chaque fois, Joanne, c'est la motion, c'est la motion. Du coup, les gens n'arrivent pas à parler. Mon frère Joanne, toi, on va t'enrôler au RHDP, hein? Bon, c'est pas son tour de parole. Je suis l'opposant. Je suis l'opposant. Ben Clopard, comme M. Joanne, avec M. Bolan, ils sont les seuls représentants sur le panel. Moi, je pense qu'on va laisser M. Joanne faire sa motion à M. Kokoa. Bien sûr, si M. Kokoa veut répondre à sa motion, il n'y a pas de problème. Allez-y, mon frère Joanne, démutez-vous. Sac de piment, il faut rappeler que je suis l'opposant qui vous fatigue. Il faut rappeler ça. Ça fatigue Cléopâtre. Mais il faut l'admettre. D'accord. En fait, tout à l'heure, j'ai écouté M. Kokora. Bon, moi, je trouve que, personnellement, son analyse est un peu biaisée. Parce qu'en réalité, M. Kokora n'a pas répondu à ta question, un sac de piment. Parce que tu lui as posé la question de savoir si c'était une stratégie ou si c'était une fuite en avant. Mais bon, l'analyse est un peu biaisée, mais c'est pas bien grave. Moi, j'aimerais poser une simple question à laquelle je n'ai pas encore eu de réponse. Et comme M. Kokora est là, je pense que peut-être qu'il pourra se pencher sur cette question-là. Monsieur Kokora, selon vous, quelle serait l'incidence de la démission du président Thiam sur le procès en cours devant les tribunaux de première instance d'Abidjan, relativement à son éviction de la présidence du PDCI-RDR? Si vous voulez, je reformule plus simplement. Ou si vous avez compris votre question. Si je n'ai pas compris, c'est pas... Non, d'abord ton observation en ce qui concerne ma première réponse à la question donc, de sac de piment. Non, moi je ne vois pas où se trouve la stratégie. On dit qu'il n'est pas il dit lui-même qu'il n'est plus président. Donc quelle stratégie encore? Qu'est-ce que ça peut changer fondamentalement dans la situation actuelle de M. Thiam? Comme je l'ai dit, ce qui est le plus important, ce n'est pas le poste de président du PDCI-RDA. Mais le plus important, c'est d'aller aux élections en 2025. Maintenant, quelle est la stratégie derrière ça? Qu'est-ce que ça peut changer? Et comme je l'ai dit, si tu m'as bien compris, j'ai dit en ce qui concerne le PDCI, il peut même décider de dire que M. Thiam est roi du PDCI. Mais en quoi, moi, Kokora, ça m'intéresse?
Le PDCI, ce n'est pas mon parti. J'ai donné un avis en faisant une liaison avec sa radiation de la liste électorale, puisque les mêmes, je veux dire, c'est le même reproche. Dame Yapo dit que M. Thiam n'était pas ivoirien au moment où il se présentait comme candidat pour diriger le PDCI-RDA. Nous disons qu'au moment où M. Thiam s'inscrivait sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien. Donc, en ce qui concerne la présidence, lui-même vient de reconnaître, puisque qu'est-ce qui l'a poussé à la démission? S'il n'y avait pas de plainte contre lui concernant son poste de président, il n'allait pas démissionner. Voilà. Donc, il démissionne avant le verdict. Ça veut dire qu'il sait que le verdict ne sera pas en sa faveur. Donc, il anticipe. Il anticipe pour dire, bon, comme c'est ma présidence qui est en cause, alors je rends ma démission en tant que président. Le débat, il est clos. Mais là où il y a une incidence grave, c'est que tous les organes qui ont été mis en place par M. Thiam sont aussi illégaux et tombent sous le coup de nullité. C'est-à-dire, ne peut plus exister. S'il a mis un bureau politique en place, il n'est plus valable. S'il a mis un conseil de discipline en place, il n'est plus valable. S'il a mis un secrétariat exécutif, il n'est plus valable. Voilà l'incidence. Ça, c'est le plus important, mais je dis encore, je répète, ce n'est pas une question qui m'intéresse principalement, parce que moi, je suis RHDP. Aujourd'hui, ils ont un problème au sein du PDCI-RDA. Il a démissionné, et c'est son droit de démissionner. Donc, moi, je ne vois pas où est-ce que mon intérêt se trouverait dans cette question. Il démissionne, ne démissionne pas, c'est leur problème. Voilà. Et comme je l'ai dit, le plus important, c'est que M. Thiam reconnaisse que la justice donc, a eu raison de dire qu'il ne peut pas figurer sur la liste, etc., parce que lui-même vient de reconnaître qu'il est président illégal, donc il est obligé de démissionner. Donc, c'est tout ce que moi je constate. Je fais un constat. Je n'ai pas à préjuger de ce que la justice va décider. Je n'ai pas qualité pour apprécier la décision de M. Thiam à partir du moment où je ne suis pas militant du PDCI-RDA. Je fais une observation extérieure en faisant en liant donc sa déclaration ou sa décision à sa radiation sur la liste électorale. Donc, s'il a accepté finalement qu'il est président illégal, il doit aussi accepter qu'il était illégalement sur la liste électorale. Voilà la conclusion que moi j'ai tire, c'est tout. Voilà. Merci, M. Kokora, et c'est clair et net. Alors, est-ce que M. Bolon peut rebondir sur la thématique? Parce que le RHGP se prépare en grand pompe, pour aller encore rafler et, n'est-ce pas, remporter en roue libre les élections présidentielles 2025. Parce que, pour rappel, mon frère Joanne, même si vous n'avez pas le président Ouattara, mais au moins reconnaissez que, actuellement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas meilleur produit que le RHGP. Donc, dites à vos sympathisants et à vos frères d'aller voter pour le RHGP en 2025, parce que c'est le meilleur produit qui est sur le marché. Mon frère Bologne, démutez-vous pour la thématique. Allez-y. Non, ça depuis moi je suis là, mais le bruit des motos de l'Ankota m'empêche de parler. Donc passe la parole. Quand je vais rentrer à la maison, je vais rebondir. Si M. Kokora est encore là, bien sûr. D'accord. Mon frère Daoud. Daoud est là? Daoud n'est pas là. Général Khalil. Général Khalil est là? Lui non plus. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Oui, mon frère. C'est pas la prise de parole, hein. Donc après, il faut m'accorder ma prise de parole. Non, il n'y a pas de souci, mon frère. Sois serein. Est-ce que la canne est là? Mon frère, la canne. Tu me permets de descendre, Johan. Vas-y, mon frère, la canne. Vas-y, pour la prise de parole. Je vais descendre, Johan. S'il y a un commentaire à faire sur dit de monsieur, s'il y avait un commentaire à faire sur ce qu'a dit M. Kokora, ou encore si vous devez, n'est-ce pas, aller plus loin dans son analyse. Non, j'ai pas qualité à faire à faire des critiques ce que le doyen a dit. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que Joanne, il a posé cette même question là ici hier quand nous étions là. Il a eu les réponses. Quand il dit que depuis hier il n'a pas eu de réponse, disons, je suis pas d'accord. Boloy, pardon, ton micro, s'il te plaît. Voilà, merci. Hier, tu as été répondu. J'ai dit, pour moi, ce qu'il vient de faire là ne peut pas avoir d'incidence sur l'objet de l'assignation en justice qui a été faite par
par Dame Valérie Yapo, parce que l'objet de sa requête, elle demande, elle conteste, pardon, la décision du Conseil de discipline qui l'a suspendu provisoirement. Et également, elle demande l'annulation du congrès électif du 23 décembre 2023, qui a fait du président Tidiane Thiam président du dit parti. Alors, donc, en fait, ce que Dame Valérie Yapo demande, c'est que la présidence de Tidiane Thiam au PDCI RDA soit frappée du sceau de l'illégalité. Donc, c'est ce qu'elle demande à la justice. Également, elle met en cause toutes les décisions qu'il a eu à prendre sous sa présidence. Toutes ces décisions-là, elle demande que toutes ces décisions-là soient frappées de nullité. Il faut rappeler par la même occasion que le bureau politique qui s'est réuni en avril à l'effet de décider de la date de la convention qui a fait de lui le porte-étendard du parti aux échéances à venir. Ce bureau politique a été élu en même temps que lui, au même congrès dont elle demande l'annulation. Donc, le bureau politique aussi devient caduc. La convention qu'ils ont décidée, et qui a déjà eu lieu, et puis qui a fait de lui candidat pour les échéances à venir, cette convention-là, elle devient caduque. Si toutefois, en tout cas, la justice délibère en sa faveur, en faveur de Dame Valérie Yapo. Voici, donc il n'y a pas d'incident. Et pour aller plus loin, j'ai dit, ils avaient usé de la même stratégie en cette année, pardon, au mois de mars, pendant la veille de la nuit du destin. Si je me rappelle bien, c'était le 27 mars. Ils avaient fait un même communiqué pour dire qu'ils annulaient en tout cas toutes les personnes qui étaient suspendues. On aimerait entendre vos avis. Partagez-les en commentaire.